Ce que vous allez écouter n'est pas une visite guidée classique. C'est une histoire, une narration calme et fluide, où les mots importent plus que les images. Vous pouvez fermer les yeux, oublier l'écran et simplement laisser les paroles vous transporter. C'est un texte conçu pour que vous le découvriez avec vos oreilles et votre imagination. Parfait pour vos moments de pause, vos soirées tranquilles ou cette heure où vous cherchez à vous détendre avant de dormir. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-moi vous faire découvrir la belle Espagne, non pas comme un touriste pressé, mais comme quelqu'un qui prend le temps de vraiment la connaître. L'Espagne est une terre de contraste absolu, un pays où l'on peut vivre 13 types de climats différents en parcourant à peine quelques centaines de kilomètres. Voilà ce qui fascine avant tout. Nulle part ailleurs en Europe, vous ne trouverez une telle diversité. À quelques heures de route, vous basculez d'un désert brûlant à des montagnes enneigées, de plages de rêve à des forêts qui semblent sorties tout droit d'un conte de fées. C'est comme si l'Espagne réunissait plusieurs pays en un seul, plusieurs mondes dans une même frontière. Commençons par le sommet. Mount Teide, un volcan majestueux perché sur l'île de Tenerife aux Canaries, est le point culminant de toute l'Espagne, le 3e plus grand volcan du monde. Imaginez cela, le plus haut sommet d'Espagne n'est pas une montagne ordinaire, mais un géant volcanique, dont les pentes abruptes et les pics enneigés dominent l'horizon de façon surréelle. Autour de Teide, le paysage semble martien, avec des champs de lave figés qui s'étendent à l'infini, des calderas anciennes creusées par les siècles, des formations rocheuses fantastiques qui défient l'imagination. Les habitants locaux racontent que même en été, lorsque le thermomètre descend à peine la nuit, l'air se rafraîchit tellement en montant vers le sommet que vous empruntez un vrai voyage climatique. Cette région est devenue parc national, comme si l'humanité elle-même reconnaissait qu'ici, la nature avait dépassé toute mesure. Mais Teide n'est que l'un des 16 parcs nationaux qui parsèment le territoire. Entre eux se trouvent 152 parcs naturels supplémentaires et plus de 300 réserves protégées. C'est une abondance de nature préservée, un archipel d'écosystèmes. La Sierra Nevada, chaîne montagneuse imposante qui surplombe Grenade au sud, possède 15 pics dépassant les 3000 mètres d'altitude. À ses pentes inférieures s'étendent les Alpujarras, villages blancs nichés dans des vallées verdoyantes, où la vie s'écoule au rythme ancestral des saisons. Plus au nord, les Pyrénées rivalisent avec les Alpes en beauté sauvage, tandis que les Picos de Europa, massifs calcaires dramatiques du nord, offrent des paysages montagneux qui rivalisent avec n'importe quel site alpin. Ces 3 chaînes montagneuses créent une architecture naturelle stupéfiante où les sommets semblent dialoguer avec les nuages. Passons maintenant aux phénomènes souterrains. Sous les montagnes et les vallées d'Espagne s'étend un réseau caverneux extraordinaire. Les grottes de San José, cachées dans la région de Castellón, abritent le plus long fleuve navigable d'Europe qui coule sous terre. Imaginez l'expérience. Monter dans une barque fragile et voguer lentement sous les voûtes calcaires ornées de stalactites et stalagmites qui se reflètent dans l'eau comme des miroirs. C'est un silence presque tangible, brisé seulement par le léger claquement des rames sur l'eau. Plus impressionnant encore, le reventon du Rio Mundo, un phénomène naturel où la rivière jaillit soudainement du flanc des montagnes dans une explosion spectaculaire d'eau entre octobre et mai, comme si la terre elle-même respirait.
la diversité climatique de l'Espagne crée des paysages impossibles juxtaposés. En Andalousie méridionale, le désert semi-aride de l'Almeria ressemble à un morceau d'Afrique du Nord transplanté sur les côtes méditerranéennes, avec ses dunes et ses terres desséchées où la pluie est un luxe rare. Ailleurs, en Galice ou aux Asturies, le climat océanique apporte des pluies abondantes, des forêts verdoyantes et une atmosphère de légende bretonne. Las Médulas, en Castille et Léon, offre un spectacle tout autre. Un paysage de pics de terre rouges vifs, vestige de 2000 ans de mines d'or romaines, où l'eau a emporté les montagnes pour extraire le métal précieux. Ce qui en résulte est un terrain qui semble magique, irréel, presque malveillant dans sa beauté austère. Les habitants du coin vous diront que c'est leur fierté cachée, ce lieu que peu de touristes connaissent, où la nature a été sculptée, non pas par le vent ou le temps, mais par l'ambition humaine. En Espagne, cette diversité extrême n'est pas un accident géographique, c'est l'âme même du pays. Vous pouvez skier le matin à Pradolano, dans la Sierra Nevada, le seul domaine skiable européen en latitude aussi méridionale, puis plonger dans la Méditerranée l'après-midi, tellement rapprochées sont ces réalités opposées. Cette multiplicité crée chez les Espagnols eux-mêmes une certaine capacité à accepter l'imprévisibilité de la nature, une sagesse face au contraste, une aptitude rare à vivre avec la conscience que tout peut changer drastiquement en quelques kilomètres. Ce n'est pas juste un pays de nature variée. C'est un pays qui enseigne à son peuple la flexibilité, l'adaptation, le respect face à l'imprévisibilité du monde naturel. Commençons par le cœur absolu de la cuisine espagnole, celle qu'on mange vraiment chaque jour, pas celle des restaurants touristiques. C'est la tortilla de patata, également appelée tortilla española, un plat si simple qu'on oublie à quel point il est génial. Juste des œufs battus, des pommes de terre frites coupées en petits morceaux, de l'huile d'olive, parfois un peu d'oignon. Ce qui rend cette tortilla véritablement incroyable, c'est que personne en Espagne ne se met d'accord sur la recette parfaite. Chaque mère, chaque grand-mère prétend avoir la meilleure version. Certains la font épaisse et généreuse, d'autres très fine et croustillante. Certains gardent le centre juteux, d'autres la laissent parfaitement cuite. Mais tous s'accordent sur une chose, c'est le plat de tous les jours. Le plat de secours quand il n'y a rien. Le plat de luxe quand on n'a pas envie de cuisiner. Elle apparaît au petit déjeuner des étudiants pressés, dans les lunchbox des ouvriers au chantier, sur les tables de fête, à la pique-nique en montagne. La tortilla n'est pas juste un plat, c'est une déclaration d'humilité culinaire. Elle dit « Nous n'avons besoin que du meilleur pour être heureux ». La paella, maintenant, c'est autre chose. Beaucoup de touristes croient que paella égale Espagne, que c'est ce qu'on mange tous les dimanches. Faux. La paella, la vraie, celle de Valence, c'est un plat de fête, d'occasion, presque cérémoniel. Elle naît au XVe siècle quand les paysans et les pêcheurs de Valence unissaient ce qu'ils avaient dans les mains. Du riz des champs fertiles, du safran rare, les fruits de la mer, du poulet. Le plat s'appelle paella justement parce que le mot veut dire poêle en valencien. Et pendant longtemps, on l'associait à la cuisine masculine, celle des hommes qui revenaient de la chasse ou de la pêche. Mais voilà une tradition magnifique. Chaque dimanche à Valence, c'est l'homme qui doit cuisiner la paella pour sa femme. Une inversion des rôles qui existe depuis des siècles.
Manger une vraie paella, c'est manger l'histoire, c'est comprendre que la Méditerranée, l'agriculture et la fierté locale se combinent pour créer quelque chose d'intemporel. Maintenant, parlons de ce qu'on mange tous les jours, vraiment. Le gazpacho, cette soupe froide venue de Andalousie, est le plat parfait pour comprendre l'été espagnol. C'est juste des tomates, des poivrons, des concombres, de l'ail, de l'huile d'olive, tous mélangés ensemble. Quelques glaçons et le tour est joué. Quand le thermomètre grimpe et que même respirer devient difficile, vous versez un bol de gazpacho et vous vous sentez soudain vivant. Ce ne sont pas les ingrédients exotiques qui font la magie, c'est la cohérence. C'est la tomate parfaitement mûre du marché du matin. C'est l'huile d'olive en laquelle on fait confiance depuis que nos ancêtres en font commerce. C'est la simplicité qui dit plus que n'importe quel discours sophistiqué. Il y a aussi le pan con tomate, le pain avec tomate. Vous prenez une tranche de pain, vous la frottez contre une tomate coupée en deux. Vous versez un peu d'huile d'olive, du sel, et voilà. Ça paraît trop simple pour être vrai, mais c'est exactement ça qui rend l'Espagne belle dans sa cuisine. Pendant que les autres pays complexifient, l'Espagne affirme que vous n'avez besoin que de 4 choses pour atteindre la perfection. Le chorizo, ce saucisson fumé à base de porc et de paprika, est le compagnon invisible de la vie espagnole. Il rentre dans les ragoûts. On le frit dans un peu d'huile d'olive et on le mange avec du pain. On le coupe fin pour les tapas. On l'ajoute même aux œufs. La paprika, cette poudre de piment séché, lui donne sa couleur rouge caractéristique et ce goût unique que vous reconnaissez immédiatement comme étant espagnol. Et puis, il y a les croquetas, les croquettes. N'importe quoi peut devenir une croqueta en Espagne. Jambon, fromage, poisson, champignons, béchamel. On roule le mélange dans la chapelure. On frit et on obtient cette bouchée croustillante à l'extérieur et crémeuse à l'intérieur. C'est le plat idéal pour comprendre la culture des tapas. Ces petites portions qui se partagent, qui incitent à la conversation, qui font que manger en Espagne n'est jamais une affaire solitaire, mais toujours communautaire. Les patatas bravas, pommes de terre, frites avec une sauce tomate épicée, sont le symbole du repas espagnol, simple mais savoureux. Venant originellement de Madrid, elles se sont diffusées partout. Chaque restaurant, chaque bar a sa propre recette de sauce, sa propre façon de trancher les patates, sa propre fierté. Ces plats parlent d'une philosophie. L'Espagne ne glorifie pas la complexité pour la complexité. Elle glorifie l'excellence des ingrédients simples, la maîtrise du geste, le respect du goût originel des choses. Ce qui unit tous ces plats, c'est l'huile d'olive. Elle baigne littéralement la cuisine espagnole. Chaque Espagnol pourrait raconter l'histoire de son huile d'olive locale, sa région, son producteur. C'est comme le vin pour les Français, mais plus intime encore, parce que l'huile d'olive touche chaque assiette, chaque plat. C'est la base de tout. L'Espagne produit un tiers de l'huile d'olive mondiale. Et vous pouvez sentir cette fierté dans chaque goutte. Mais il y a une particularité de la vie espagnole qui affecte la cuisine, le rythme des repas. Le midi est le repas principal, le repas chaud, le repas où on prend du temps. Beaucoup d'Espagnols, surtout dans les petites villes, rentrent encore manger à midi, puis retournent au travail. C'est un héritage qui persiste malgré la modernité. Cette habitude crée une cuisine différente,
car elle suppose des plats qui méritent de l'attention, qui demandent de s'asseoir, de prendre son temps. Puis, le soir, ce n'est qu'un reste, de la charcuterie, du fromage, du pain. La cuisine espagnole s'adapte à ce rythme de vie, elle ne force rien. Ce qui fascine, c'est que les Espagnols mangent pour vivre, non pas vivent pour manger, mais en mangeant simplement bien, avec des ingrédients justes, ils transforment cet acte en quelque chose de presque cérémoniel, de presque sacré. La nourriture espagnole, dit, la beauté n'a pas besoin d'être compliquée, elle a juste besoin d'être authentique. Imaginez le cerveau comme un grand réseau. Pendant des siècles, les scientifiques croyaient qu'il fonctionnait comme une telle masse continue, un fleuve d'électricité qui s'écoulait partout. Cajal regarda à travers son microscope, utilisant une nouvelle technique de coloration au nitrate d'argent qui illuminait les cellules individuelles du cerveau. Et il vit quelque chose de révolutionnaire. Le système nerveux n'était pas un seul fleuve continu. C'était une armée de millions de petits guerriers isolés, appelés neurones, qui se transmettaient des messages les uns aux autres. Ces messages ne se déplaçaient pas dans un flux continu. Ils sautaient d'une cellule à l'autre à travers de minuscules espaces qu'on appelle maintenant des synapses. Et c'est cela, précisément cela, qui a changé notre compréhension de ce que nous sommes. Pourquoi cela importe à votre vie quotidienne? Parce que Cajal a compris que le cerveau n'était pas une machine figée à la naissance, mais quelque chose de vivant, de changeable, de plastique. Il a découvert des décennies avant le reste du monde que notre cerveau peut se réorganiser, se recâbler, s'adapter aux expériences que nous vivons. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau crée de nouvelles connexions entre les neurones. Quand vous vous exercez à jouer du piano ou à parler une nouvelle langue ou à danser, vous n'apprenez pas juste avec votre esprit conscient. Vous reconfigurez littéralement le réseau physique de votre cerveau. Les médecins d'aujourd'hui, quand ils aident quelqu'un à se rétablir après un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien, utilisent exactement cette compréhension que Cajal avait énoncée en premier. Ils savent que le cerveau peut former de nouvelles routes, utiliser de nouvelles connexions, contourner les régions endommagées. Mais Cajal était aussi un artiste remarquable. Ses dessins des neurones, réalisés avec une précision quasi photographique, sont un mélange étrange et magnifique de science et d'art. Il voyait la beauté dans les structures microscopiques. Ces illustrations montrent des neurones avec leurs dendrites qui se ramifient comme des branches d'arbres noueux, leurs axones qui s'étendent vers l'inconnu, leur arrangement presque poétique dans l'espace. Ces dessins ne sont pas juste des documents scientifiques. Ce sont des œuvres d'art qui révèlent une forme de beauté cachée à l'intérieur de nous. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa mort, ces illustrations figurent dans les manuels de neuroanatomie, apprises par des étudiants qui n'ont aucune idée que c'est un Espagnol. Un homme obsédé simultanément par le microscope et par la plume du dessinateur, qui leur a montré comment voir le cerveau. Ce qui rend Cajal particulièrement admirable, c'est son chemin vers la découverte. Il ne venait pas d'une famille de scientifiques renommés. Il n'avait pas accès aux meilleurs laboratoires d'Europe. Il travaillait en Espagne, dans des universités secondaires, avec des équipements modestes. Mais
il avait deux choses que l'argent et l'équipement ne peuvent pas acheter: l'observation minutieuse et la volonté de contredire l'establishment scientifique. Quand le grand scientifique italien Camillo Golgi, qui avait développé la technique de coloration que Cajal utilisait, insistait pour dire que le cerveau était un réseau continu, Cajal ne plia pas. Il regarda ses préparations microscopiques encore et encore. Il dessina ce qu'il vit, pas ce qu'on lui disait de voir. Et il proposa que Golgi se trompait. Cela lui prit du courage énorme. Contredire l'establishment scientifique européen en tant qu'Espagnol, en tant qu'homme venant d'une université moins prestigieuse, était presque suicidaire pour une carrière scientifique. Mais Cajal avait quelque chose de plus fort que la peur, la certitude que la vérité qu'il voyait était plus importante que la politique académique. En 1906, le monde l'écouta enfin. Cajal reçut le prix Nobel de médecine ou physiologie, partageant cet honneur avec Golgi lui-même. C'était la première fois qu'un Espagnol remportait cette distinction suprême de la science. Mais pour Cajal, le prix n'était pas le plus important. Le plus important était que son idée, sa vision, avait changé pour toujours la façon dont l'humanité comprenait le cerveau humain. Elle a ouvert la porte à la neurologie moderne, à la psychiatrie, à notre compréhension des maladies mentales, à nos traitements des maladies de Parkinson, d'Alzheimer, de la dépression, de l'anxiété. Chaque médicament qui calme vos nerfs, chaque thérapie comportementale qui vous aide à vous rétablir, chaque comprendre que les pensées négatives peuvent être changées par la pratique et l'effort. Tout cela remonte à Cajal, qui a regardé à travers un microscope et a eu l'audace de dire « Le cerveau n'est pas ce que nous pensions ». Voilà pourquoi Santiago Ramón y Cajal incarne le génie espagnol dans sa forme la plus pure. Ce n'était pas un homme qui cherchait la gloire. C'était un homme qui cherchait la vérité, avec la patience d'un artiste et la rigueur d'un scientifique. Et en trouvant cette vérité, il a illuminé quelque chose de fondamental. Nous sommes plus malléables, plus capables de changement et d'adaptation que nous l'avons jamais su. Commençons par la plus célèbre, la plus photographiée, la plus surréelle, la tomatina. En août, chaque année, une petite ville appelée Buñol, près de Valence, se transforme en un spectacle de chaos joyeux. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent pour une seule raison: se jeter des tomates. Pas une petite bataille amicale, une véritable guerre tomate. Le festival dure 1 heure et durant ces 60 minutes, plus de 100 tonnes de tomates volent dans l'air. Le sol devient une mer de pulpe rouge. Les rues se transforment en rivières de jus de tomate. Les gens sont couverts de graines et de chair de tomate du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Et ici, c'est le détail magnifique. Personne ne se fâche. Personne n'est blessé. C'est une fête, une célébration de la liberté et de la joie collective. Les tomates utilisées ne sont pas des tomates fraîches du marché. Ce sont les rebuts, les fruits invendables, ceux que les fermiers auraient jetés. Donc, la tomatina n'est pas du gaspillage. C'est une transmutation poétique des choses imparfaites en quelque chose de magnifique. Avant que le chaos commence, quelqu'un doit grimper sur un poteau graissé pour récupérer un jambon. Une fois le jambon en main, la bataille est lancée. Et ensuite, quand tout est fini, les camions pompiers arrivent et nettoient les rues et les gens avec leurs canons à eau.
Voilà une tradition que la Franco avait autrefois essayé d'interdire, mais le peuple l'a ramenée, car en Espagne, la joie ne s'éteint jamais complètement. Puis il y a la nouvelle année espagnole, une cérémonie étrange et universelle. À l'instant même de minuit, en Espagne, chaque personne doit manger exactement 12 raisins. Un raisin pour chaque coup de cloche qui sonne du clocher de la Puerta del Sol à Madrid, le cœur symbolique de l'Espagne. Si vous mangez les 12 raisins avant que le dernier coup sonne, vous aurez bonne chance pour les 12 mois suivants. Et voici la beauté du truc. C'est une course contre le temps. Les gens oublient de savourer le repas élaboré qu'ils ont préparé. Ils oublient de se regarder les uns les autres. Ils sont concentrés sur leurs raisins, sur le chronomètre mental, sur les 12 prochains mois. Les rues sont remplies de gens qui regardent les téléviseurs, qui comptent à voix haute, qui se dépêchent de mastiquer. Il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. Une tradition qui dit « Vous avez une chance chaque année. Vous avez 12 moments pour faire entrer la bonne fortune dans votre vie. Ne la gaspillez pas. » En Catalogne, la Noël se déroule très différemment. Oubliez le Père Noël gentil. En Catalogne, il y a le Tio de Nadal, le tronc de Noël. Ce n'est pas juste un tronc ordinaire. C'est un tronc avec une face dessinée, un sourire peint et un derrière explicite. Pendant tout décembre, les enfants le nourrissent, le couvrent d'une couverture, lui parlent, le traitent comme un ami. Et le jour de Noël, toute la famille se rassemble, prend des bâtons et commence à frapper le tronc en chantant une chanson. Et le tronc défèque des cadeaux. Oui, vous avez bien lu. Le tronc fait caca des cadeaux. Les petits cadeaux tombent dessous la couverture pendant que les enfants rient et crient. C'est une tradition qui remonte au rituel païen de la célébration du solstice d'hiver. Et elle s'est transmise à travers les siècles jusqu'à nos jours. Les anthropologues diraient que c'est une symbole de fertilité, une affirmation que la terre va continuer à donner, que l'hiver ne durera pas éternellement. Mais pour les enfants, c'est juste bonne magie. Un tronc qui vous donne des cadeaux si vous le frappez avec un bâton. Il y a aussi une autre tradition catalane, moins connue. Des petites figurines appelées caganers, littéralement les défécateurs, sont cachés dans les crèches de Noël. Ces petits personnages sont souvent des célébrités ou des figures historiques, et la tâche de trouver le cagané dans la crèche est une sorte de jeu. C'est absurde, c'est irrévérencieux, et c'est complètement catalan. Mais voici un détail amusant sur les anniversaires espagnols. Vous savez comment, dans de nombreux pays, on offre des cadeaux à celui qui fête son anniversaire. En Espagne, c'est l'inverse. C'est la personne qui fête son anniversaire qui doit offrir les cadeaux, ou plutôt, qui paie. Si vous célébrez votre anniversaire au restaurant avec des amis, vous payez pour tout le monde. C'est une inversion, une démonstration que celui qui fête sa naissance ne recevra pas, mais donnera. C'est étrange, c'est contre-intuitif, et c'est une belle affirmation que la vie se vit en partageant, pas en recevant. Plusieurs générations d'Espagnols ont accepté cette tradition sans question, ce qui en fait une preuve de l'importance accordée à la générosité. Il y a aussi la sieste, bien sûr. Contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas simplement une pause paresseuse. C'est une pause sacrée, un moment où l'Espagne, littéralement, s'arrête. À midi ou à 13h, les villes se vident. Les bureaux ferment. Les écoles ferment.
Même les magasins ferment pendant 1 à 3 heures. Et tout le monde rentre à la maison, mange le repas principal de la journée et s'allonge pour un moment de repos. C'est un rythme de vie qui reconnaît que le corps humain n'est pas une machine. Qu'après avoir travaillé le matin dans la chaleur, vous avez besoin de vous reconstituer. Qu'il n'y a pas de honte à prendre du temps pour vous-même au milieu de la journée. Ce rythme des 2 jours, le matin, le déjeuner et la sieste, puis l'après-midi qui s'étire jusqu'au soir, crée un tempo de vie très différent de celui du nord de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. L'Espagne admet aussi ouvertement les passions qui seraient cachées ailleurs. La corrida, la tauromachie est l'une de ces traditions. C'est un spectacle brutal, très critiqué, très défendu. Mais ici, on en parle librement. Les enfants grandissent en sachant que c'est une partie de leur culture, pour le meilleur ou pour le pire. Il n'y a pas de prétention d'innocence. La corrida dit « Voilà ce que nous sommes. Voilà nos ombres, nos violences, nos beautés mélangées avec le danger. » Et puis, il y a les baisers. 2 baisers sur les joues, même pour les hommes entre eux. C'est une salutation, un départ, une affirmation que vous êtes une partie de la communauté. Ce n'est pas une bise humide et mouillée. C'est un effleurement, une proximité, une acceptation de l'espace personnel de l'autre. Les Espagnols vous touchent plus que les Nord-Européens, et ils le font sans culpabilité, sans malaise. C'est simplement la vie en communauté, la reconnaissance que nous sommes des êtres sociaux. Ce qui unit tous ces phénomènes étranges et merveilleux, c'est que l'Espagne ne cache rien. Elle affirme ses traditions, ses étrangetés, ses contradictions. Elle dit « Voilà qui nous sommes. Nous mangeons des raisins à minuit, nous frappons des troncs qui font caca des cadeaux, nous nous jetons des tomates, nous payons pour notre propre anniversaire, nous prions et nous nous batoutons aux corridas. Nous sommes complexes, nous sommes irrationnels, nous sommes passionnés, et voilà pourquoi nous sommes vivants. » L'histoire de la fregona, comme on l'appelle en Espagne, est une histoire d'observation minutieuse et de compassion pratique. Jalón avait observé les militaires américains stationnés en Espagne utiliser des équipements de nettoyage plus modernes. Il vit comment les Américains utilisèrent des systèmes de pressage pour essorer les mops. Et il pensa, pourquoi pas faire mieux? Pourquoi ne pas créer quelque chose qui permettrait aux femmes, car c'était presque exclusivement les femmes qui faisaient ce travail, de nettoyer sans se détruire le dos, sans avoir à ployer les genoux jusqu'à l'os. En 1956, il déposa un brevet pour le système du seau avec des rouleaux actionnés par un pédale. Vous mettez la fregona dans le seau d'eau, puis vous appuyez sur la pédale avec votre pied, et les rouleaux pressurisent le chiffon, l'essorant complètement. Plus besoin de tordre le tissu avec les mains, plus besoin de vous plier, plus besoin de vos genoux qui craquent. Vous restez debout, vous contrôlez tout avec votre pied. C'est simple, c'est génial, c'est évident, et personne n'y avait pensé avant. Lorsque Jalón a mis son invention en vitrine à Saragosse, personne ne savait ce que c'était. Le prix était de 395 pesetas, une fortune pour l'époque. Les gens regardaient cette étrange machine avec perplexité. Quel était cet objet? À quoi servait-il? Une femme de ménage qui travaillait à côté du magasin entra et demanda ce que c'était. Quand on lui expliqua, elle demeura incrédule. Trop compliqué, trop cher.
Et puis, en 1964, quelque chose changea. Le brevet fut enregistré officiellement. La production démarra vraiment. Et soudainement, la fregona ne fut plus une curiosité. Elle devint une nécessité. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, cette invention s'est propagée partout dans le monde. Plus de 60 millions de fregonas ont été vendus dans les 4 décennies suivant leur commercialisation. Elle est dans presque chaque maison, dans presque chaque école, dans presque chaque établissement de santé. Mais ce qui rend cette invention véritablement révolutionnaire, ce n'est pas le nombre de ventes. C'est ce qu'elle a fait à la vie des gens. Pensez à cela. Pendant des millénaires, le nettoyage des sols a été une corvée physiquement destructrice. Les femmes perdaient des années à ployer les genoux, à tordre l'eau avec leurs mains nues, à supporter le froid et l'humidité. Cette corvée causait des problèmes de dos chronique, de l'arthrite précoce, des douleurs aux genoux qui duraient toute la vie. La fregona élimina tout cela. Elle transforma une tâche qui détruisait le corps en une tâche que vous pouviez accomplir en restant debout, en contrôlant votre effort. Elle récupéra des heures et des heures de vie quotidienne. Elle élimina la douleur. Elle restaura la dignité. Et voilà ce qui fait que la fregona est une invention égale à n'importe quelle autre réalisation espagnole, malgré son apparence humble. Ce n'est pas une invention pour les scientifiques ou les explorateurs. C'est une invention pour les gens ordinaires. C'est une invention qui disait « Votre travail quotidien mérite du respect. Votre corps mérite de ne pas être brisé. Vous méritez des outils qui vous permettent de faire votre travail avec facilité et dignité. » Et ce message, ce simple message d'humanité, s'est propagé dans le monde entier. Aujourd'hui, quand vous nettoyez vos sols, quand vous appuyez sur ce petit pédale, ou quand vous soulevez ce manche sans effort, vous utilisez une invention espagnole qui a libéré des milliards de personnes de la douleur. Vous participez à une continuation silencieuse d'une révolution qui commença dans une petite ville d'Espagne, quand un homme regarda sa mère, sa femme, sa sœur à genoux sur le sol, et décida que ça devait changer. La fregona est entrée tellement profondément dans nos vies que nous avons oublié qu'un jour elle n'existait pas. Nous avons oublié que quelqu'un dut l'inventer. Nous avons oublié que cette invention vint d'une observation simple mais profonde, que les outils que nous utilisons tous les jours doivent être pensés avec compassion pour celui qui les utilise. Manuel Jalón Corominas ne devint jamais aussi célèbre que Picasso ou Dali. Ses statues ne se dressent pas dans les places publiques. Mais son invention a fait plus pour améliorer la vie quotidienne du peuple espagnol et du monde entier que presque n'importe quelle autre innovation de son époque. Et c'est une vie bien vécue pour un inventeur. Avoir changé, pour toujours, le moment ordinaire où nous nettoyons nos maisons. La première chose qui vous frappe est l'étendue. Madrid s'étire dans toutes les directions. Elle a une grandeur surprenante pour une capitale européenne. Les avenues sont larges, les horizons sont vastes, l'air semble avoir de la place pour respirer. Puis vient l'architecture, une symphonie de périodes historiques s'entrelançant les unes aux autres. Vous voyez de la Renaissance, du baroque, du néoclassique, de l'art nouveau, du modernisme, tout dans les mêmes blocs. Un palais du XVIIIe siècle se dresse à côté d'un immeuble art nouveau, à côté d'une façade classique du XIXe siècle. Cette accumulation pourrait sembler chaotique,
mais en Madrid, elle crée quelque chose de magnifique. Un dialogue silencieux entre les âges, où chaque époque raconte sa propre histoire sur les façades de la ville. Commençons par les 3 lieux incontournables, les 3 crochets qui accrochent immédiatement votre cœur quand vous explorez, pour la première fois, le centre de Madrid. Le premier est la Puerta del Sol, le cœur absolu de la ville, le point central d'où se mesurent tous les kilomètres en Espagne. Ce n'est pas une porte ordinaire, c'était autrefois une véritable porte de la ville médiévale, une entrée fortifiée. Maintenant, c'est une place circulaire, toujours remplie de gens, toujours en mouvement. Il y a un point marqué au sol appelé Kilómetro Cero, le 0 kilomètre, et les touristes se tiennent à côté en prenant des photos. Mais ce qui est vraiment important ici, c'est le sentiment d'être au centre de quelque chose. Tous les chemins de Madrid semblent partir de Puerta del Sol. Et pendant la nuit du 31 décembre, quand les Espagnols célèbrent la nouvelle année, c'est ici que les foules se rassemblent, regardant les horloges de l'horloge du bâtiment du ministère de l'Intérieur, mangeant les 12 raisins de la bonne fortune, attendant minuit. C'est une charge électrique, une pulsation, un point où l'histoire et le présent se rencontrent. Le deuxième lieu incontournable est Plaza Mayor, à quelques minutes à pied de Puerta del Sol. C'est un carré parfait, encadré d'arcades, avec des façades pastel peintes en rose pâle, en bleu, en jaune. Au centre se dresse la statue du roi Philippe III. Et autour, toujours, des gens. Des musiciens de rue, des artistes, des vendeurs de souvenirs, des touristes assis aux tables des cafés. Plaza Mayor n'est pas juste une place, c'est un théâtre vivant. Elle change de visage selon les saisons. En hiver, des marchés de Noël la transforment. En été, des foires d'artisans. Mais quelle que soit la saison, elle conserve cette aura de place médiévale qui est le cœur battant de la ville. Ici, vous comprenez ce que Madrid veut dire par une place publique. Ce n'est pas juste un espace vide. C'est un endroit où la vie se déploie sans filtre. Le troisième lieu qui capture immédiatement votre attention est le Retiro, le parc du Buen Retiro, l'équivalent espagnol du Central Park de New York, mais avec une histoire royale. Ce parc, créé au XVIIe siècle pour la famille royale, était autrefois un lieu privé, un jardin secret où les rois pouvaient se retirer du monde. Son nom signifie littéralement « retraite ». Puis, au XIXe siècle, il fut ouvert au public, et maintenant c'est le poumon vert de Madrid, un endroit où les habitants viennent respirer quand la ville devient trop intense. Le parc est immense, plus de 350 hectares, avec des sentiers qui s'étendent dans toutes les directions, des lacs artificiels, des fontaines monumentales. Au cœur du parc se trouve l'Estanque Grande, le grand lac, où vous pouvez louer une barque et ramer doucement à travers l'eau, pendant que les arbres se reflètent sur la surface. Autour du lac se dresse le monument à Alphonse XII, une colonnade imposante avec une statue équestre, des arcades de marbre blanc qui encerclent le lac comme une couronne. C'est un endroit pour comprendre que même une capitale urbaine a besoin de silence, de verdure, de l'eau qui calme les nerfs agités. Maintenant parlons des quartiers, les vrais endroits où les habitants vivent et où vous commencez à comprendre les différentes âmes de Madrid. La Latina est le quartier médiéval, les rues étroites qui suivent les contours du terrain original, les places cachées qui apparaissent soudainement quand vous tournez un coin.
C'est ici, le dimanche matin, que le marché aux puces El Rastro s'étale sur les rues, une tradition qui existe depuis le XVIIe siècle. Les vendeurs viennent de partout et vous trouverez de tout. Des vieux livres, des meubles cassés, des vêtements vintage, des bibelots sans valeur apparente qui possèdent une beauté cachée. La Latina est aussi le quartier des bars anciens, des restaurants qui ont la même recette depuis 50 ans, des tavernes où les murs sont couverts de photos de célébrités et de gens ordinaires en train de manger, de boire, de vivre. En soirée, ce quartier explose en vie. Les terrasses se remplissent. Les gens se pressent dans les bars. Et vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas en Espagne. Vous êtes en Espagne du XVIIIe siècle, quand les choses se mouvaient plus lentement, quand la vie était moins pressée, quand être avec les autres était la raison d'existence. Chueca, un autre quartier, est l'antithèse complète. C'est le quartier moderne, celui où les boutiques indépendantes côtoient les galeries d'art, où les jeunes générations se rassemblent. C'est aussi un quartier historiquement important pour la communauté LGBT en Espagne, un endroit de liberté et d'acceptation. Chueca respire une énergie créative. À chaque coin, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant. Des restaurants fusion, des cafés minuscules avec des recettes expérimentales, des magasins d'antiquités vendant des meubles des années 70, des galeries où les artistes exposent leurs travaux directement au mur des passages. Le quartier a aussi des façades somptueuses datant du XIXe siècle, des palais convertis en musées comme le Museo del Romanticismo. Il y a une tension délicieuse entre l'ancien et le nouveau, entre l'histoire et l'innovation. Gran Via, ce qui signifie littéralement la grande avenue, est la colonne vertébrale de Madrid, l'artère principale qui traverse le cœur de la ville. C'est Madrid en essence concentrée. Des cinémas, des théâtres, des magasins de marques de luxe, des hôtels historiques, tout ce qui brille et qui attire. C'est appelé la Broadway espagnole. Les bâtiments le long de Gran Via sont une démonstration de pouvoir architectural, de ce que l'Espagne pouvait accomplir au XXe siècle quand elle décida de créer une artère moderne, beige, blanc, avec des façades ornées, des balcons qui s'avancent, des toits qui montent haut vers le ciel. Ce qui fait que Madrid est si captivante, c'est cette capacité à contenir les contradictions. Elle peut être chaotique et organisée simultanément, moderne et historique, grandiose et intime. Quand vous marchez à travers Madrid, vous entrez dans une conversation avec l'Espagne, une conversation qui dit « Nous avons une histoire profonde, nous l'honorons, mais nous refusons d'y être enchaînés. Nous vivons maintenant, et nous vivons bien. » Et cette attitude, ce mélange de respect pour le passé et d'engagement envers le présent, c'est ce qui fait que Madrid vous appelle à revenir encore et encore. Imaginez que vous volez au-dessus de l'Espagne. Au nord, les Pyrénées se dressent comme une muraille entre l'Espagne et la France, des pics rocheux qui montent jusqu'à plus de 3000 mètres. Elles ne sont pas des montagnes faciles ou accueillantes. Ce sont des montagnes qui parlent d'isolement, de frontières, de ce qui sépare, à côté des Pyrénées, moins célèbres mais tout aussi imposantes, les Cantabrias, la chaîne montagneuse du nord-ouest, plonge directement vers l'océan Atlantique. À cet endroit, les montagnes rencontrent la mer dans une étreinte dramatique, créant des falaises impressionnantes,
des forêts qui semblent n'avoir jamais été touchées par la main humaine. La Galice, la région la plus occidentale, a un climat océanique qui crée une verdure luche, une humidité constante. C'est une région qu'on pourrait appeler irlandaise si elle n'était pas si profondément espagnole. Les hivers ici sont doux, comparés au reste de l'Europe, mais pluvieux. Très pluvieux. Puis vous descendez de ces montagnes du nord et soudainement, vous entrez dans le cœur de l'Espagne, la Meseta centrale. C'est un plateau immense, un cœur plat qui s'étend de côté à côté. Imaginez une table énorme, légèrement inclinée, qui constitue le cœur politique et culturel de l'Espagne. Madrid siège sur ce plateau. C'est ici que vous commencez à comprendre pourquoi l'Espagne a une atmosphère si sèche au centre, si continentale. En été, le soleil tape sans merci. Les températures montent à 40-45 degrés. En hiver, il gèle. Le contraste entre les saisons est violent. Cette sécheresse du plateau central a créé un peuple résilient, capable de supporter des extrêmes, habitué à la rareté. Et quand l'eau arrive, elle est précieuse. Les rivières qui croisent ce plateau, l'Èbre, le Tage, le Guadalquivir, deviennent des lignes de vie. Le long de ces rivières poussent les oliviers, les vignes, les arbres fruitiers. La civilisation s'accroche à l'eau, comme une naufragée à une planche. Au sud et à l'est du plateau central, les montagnes reviennent. La Sierra Nevada, en Andalousie, est la chaîne principale du sud. Elle est réputée pour ses pics enneigés, qui brillent dans le soleil, ses pentes qui descendent soudainement vers les plaines. La Sierra Nevada a créé un climat si divers que vous pouvez trouver des écosystèmes complètement différents à seulement quelques kilomètres d'intervalle. Des neiges éternelles aux abricots qui mûrissent au soleil. C'est une montagne qui enseigne la multiplicité. À l'est et au sud-est, le plateau donne naissance au désert. Le désert de Taberna, situé en Almeria, est l'une des rares véritables terres désertiques d'Europe continentale. Ici, les terres sont rouges et ocre, craquelées par la chaleur, presque hostiles. Il pleut très rarement. Quand cela pleut, c'est en déluge violent. Les arroyos secs redeviennent des torrents dévastateurs. C'est un paysage qu'on associe à l'Afrique du Nord plutôt qu'à l'Europe. Et pourtant, c'est l'Espagne. Ce désert a attiré autrefois les cinéastes des western spaghetti, qui venaient tourner leurs films dans ce décor sauvage et authentique. Pour les Espagnols, ce désert raconte une histoire de contraste extrême, de la variété géographique qui existe dans un seul pays. Maintenant, les côtes. L'Espagne possède deux côtes complètement différentes, avec deux philosophies différentes. À l'est et au sud, la Méditerranée. Cette côte est légendaire. La Costa Dorada, la côte d'or, s'étend le long de la Catalogne, avec ses plages de sable fin, ses eaux turquoises. La Costa Brava, la côte sauvage, plus au nord, est rocheuse et dramatique, avec des criques cachées et des falaises qui plongent directement dans l'eau. La Costa del Sol, la côte du soleil, au sud en Andalousie, est la région la plus touristique, ce qui signifie qu'elle a perdu un peu de son charme authentique. Mais elle possède toujours cette qualité méditerranéenne. Le soleil, l'eau bleue, l'insouciance. Ces côtes méditerranéennes ont créé une culture de plage, de vie sociale, d'échanges commerciaux avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. À l'opposé complet, la côte atlantique du Nord-Ouest, en Galice, est froide, verte, battue par les tempêtes. Ici, les eaux sont tumultueuses. Les plages sont de galets gris et noirs,
pas de sable fin doré. Les falaises sont hautes et impressionnantes. Cette côte crée un peuple différent. Les Galiciens sont réputés pour être plus mélancoliques, plus enracinés à la terre. Il y a une légende en Espagne que lorsque Dieu créa le monde et distribua les richesses, la Galice était en retard et n'a reçu que les rochers et l'eau. Mais cette pauvreté devint une richesse d'une sorte différente, la capacité à vivre en harmonie avec la nature difficile. Les îles, à la fois aux Canaries et aux Baléares, sont des mondes à part. Les Baléares, situées en Méditerranée, sont des paradis touristiques maintenant, mais elles possèdent toujours une beauté naturelle. Majorque, Minorque, Ibiza. Les Canaries, au large de la côte nord-africaine, sont des îles volcaniques, avec le Teide qui domine Tenerife. Les Canaries créent un climat subtropical, très différent du reste de l'Espagne. Elles sont presque un monde différent, une extension espagnole en terre africaine. Ce qui fascine est la façon dont ce paysage inégal a créé un peuple qui accepte les contradictions. En Espagne, vous pouvez naître dans le désert chaud du sud, grandir dans le climat océanique du nord-ouest, travailler sur les plateaux secs du centre. Et vous êtes toujours espagnol, parce que l'Espagne n'a pas un paysage unifié. Elle a plusieurs paysages, plusieurs mondes coexistant dans un seul territoire. Cela crée une mentalité d'adaptation, de pluralisme géographique. Vous ne pouvez pas être un Espagnol fermé à la diversité, parce que votre propre terre est diverse. Votre identité est construite sur l'acceptation de multiples réalités. Et puis, il y a la lumière. La lumière espagnole, particulièrement en Méditerranée et dans le centre, est une lumière cristalline, intense, dorée. Elle illumine les pierres blanches des villages. Elle fait briller l'eau. Les artistes et les écrivains des siècles précédents ont parlé de cette lumière comme d'une qualité quasi divine. Elle crée des ombres profondes et des lumières éblouissantes, des contrastes nets. Cette lumière a influencé la peinture espagnole, la photographie espagnole, la façon dont les Espagnols voient le monde. Vous pouvez voir les traces de cette lumière dans chaque œuvre d'art espagnol. Elle dit « Tout en Espagne est clair, tout est visible. Il n'y a pas de demi-teinte. Il y a le bien et le mal, le jour et la nuit, la vie et la mort. Pas de zone grise. La géographie espagnole est une géographie d'extrêmes. Hautes montagnes et déserts plats. Côtes méditerranéennes tranquilles et côtes atlantiques orageuses. Hivers glaciaux et étés brûlants. Cette terre dit aux gens qui la parcourent: vous devez être fort, vous devez être flexible, vous devez accepter qu'aucune partie de vous ne sera jamais complètement satisfaite. Et cette leçon de la terre, les Espagnols l'ont portée dans leur âme. Mais avant de parler des fêtes, parlons de ce qui les anime. En Espagne, il existe une hiérarchie claire des valeurs. Et au sommet, il y a la famille. Non pas la famille comme un concept abstrait, mais la famille comme une réalité quotidienne, palpable, inévitable. En Espagne, vous ne quittez pas vraiment votre famille en devenant adulte comme vous pourriez le faire ailleurs. Vous restez attaché. Vos parents restent vos conseillers. Vos grands-parents restent les gardiens de la sagesse familiale. Vos frères et sœurs restent vos alliés dans la vie. Même quand vous vous mariez, que vous avez des enfants, que vous bâtissez une vie indépendante, la famille est toujours votre ancre. Vous appelez votre mère plusieurs fois par semaine. Vous mangez chez vos parents le dimanche.
Vous demandez l'avis de votre père avant de prendre des décisions importantes. En Espagne, cela n'est pas considéré comme une dépendance malsaine. C'est considéré comme une normalité, comme la façon appropriée de vivre. Et parce que la famille est si importante, les moments où la famille se réunit sont traités comme des occasions sacrées. Le dimanche soir, presque chaque famille espagnole se rassemble pour une comida, un repas. Ce n'est pas un repas rapide qu'on grignotage. C'est un événement qui peut durer 3 heures. Les parents, les grands-parents, les enfants, les tantes et oncles. Tout le monde autour d'une table, mangeant lentement, parlant, riant. Ces repas du dimanche sont tellement importants qu'ils structurent la semaine entière. Vous programmez votre travail, vos rendez-vous, autour du dimanche à 13 heures, l'heure du repas en famille. Maintenant, parlons des fêtes véritables, celles qui ont traversé les siècles. La Semana Santa, la Semaine Sainte, est peut-être la fête la plus importante du calendrier espagnol. Elle commence le dimanche des Rameaux et se termine le dimanche de Pâques. Pendant cette semaine, l'Espagne devient un théâtre vivant du drame religieux. Partout, dans chaque ville, dans chaque village, il y a des processions. Des hommes et des femmes marchent dans les rues, vêtus de tuniques longues, certains tenant des cierges qui brûlent. Ces processions réénactent les événements de la Passion du Christ. À Séville, jusqu'à 300 processions traversent les rues pendant la Semaine Sainte. À Tolède, les processions se font dans un silence presque complet, où seul le son des sandales sur les pavés et des tambours lointains peut être entendu. À Valladolid, les tambours frappent si fort que les pavés semblent vibrer. La Semaine Sainte n'est pas juste une série de rituels religieux. C'est une réaffirmation communautaire de ce que signifie être espagnol, d'une connexion à l'histoire, à la tradition, à Dieu, au-delà de tout ce qui peut être rationalisé. Puis vient El Día de Reyes, le jour des rois, le 6 janvier. Ce jour célèbre l'arrivée des 3 rois mages à Bethléem. En Espagne, c'est un jour plus important que Noël pour les enfants. Le jour de Noël, les cadeaux viennent du Père Noël. Mais le jour des rois, les cadeaux viennent des rois mages, directement de l'Orient. Les enfants laissent des chaussures à la fenêtre ou à la porte. La nuit, les rois arrivent et remplissent les chaussures de cadeaux. Les villes organisent des défilés, des carrozas, des chars illuminés qui portent les 3 rois à travers les rues. Et il y a les roscas de Reyes, des pains sucrés en forme de couronne, remplis d'une surprise. Si vous trouvez le petit objet caché à l'intérieur, vous êtes le roi ou la reine du jour. C'est une journée remplie d'une magie qui ne s'éteint jamais, peu importe votre âge. Mais ce qui fascine vraiment en Espagne, ce sont les fêtes de saint patron, les fiestas de Santos Patrones. Presque chaque village, chaque quartier dans les grandes villes a son saint patron. Et une fois par an, durant plusieurs jours, c'est la fête. Les rues sont décorées avec des arcs floraux. Il y a des messes. Il y a des processions. Et puis, il y a les événements plus laïques. Les combats de taureaux, les danses, les repas collectifs, la musique, les feux d'artifice. À Pamplona, la Fiesta de San Fermín, en juillet, est célèbre pour la course des taureaux, les encierros, où les gens courent devant les taureaux à travers les rues anciennes. C'est extrêmement dangereux. Des gens sont blessés chaque année. Et pourtant, elle continue. À Séville, il y a la Feria de Abril, une fête en avril remplie de chevaux, de flamencos, de femmes vêtues de robes colorées, traditionnelles, appelées
trash de gitana. Les fêtes sont des explosions de vie communautaire, des moments quand toute la hiérarchie sociale disparaît, quand tout le monde danse ensemble, quand les frontières entre les classes s'effacent momentanément. Au cœur de toutes ces célébrations se trouve une valeur fondamentale, la connexion à la divinité, la connexion à la tradition, la connexion aux autres. En Espagne, vous ne célébrez jamais seul. Vous célébrez en communauté. Et cette communauté n'est pas une communauté d'étrangers qui se rassemblent pour un événement. C'est une communauté avec une histoire, une mémoire collective, une identité partagée. Quand vous participez à une procession de Semana Santa, vous n'êtes pas juste une personne qui regarde. Vous êtes un maillon dans une chaîne qui remonte des siècles. Vous êtes un héritier d'une tradition que vos ancêtres ont pratiquée, que vos descendants pratiqueront. Il y a aussi le respect profond pour les aînés. En Espagne, les personnes âgées ne sont pas mises à part dans des maisons de retraite isolées. Elles vivent avec leurs enfants et petits-enfants. Elles transmettent leurs connaissances, leurs histoires, leurs valeurs. Les repas du dimanche en famille ne seraient jamais complets sans les grands-parents assis à la table, racontant des histoires du passé. Les enfants apprennent à respecter cette sagesse, à écouter, à absorber. Et quand les parents deviennent vieux, les enfants s'en occupent de la même manière. C'est un cycle de respect et de responsabilité qui se perpétue. Il existe aussi une générosité qu'on appelle l'hospitalité espagnole. Si un Espagnol vous invite chez lui, il ne suffira pas de vous servir le repas, il vous servira trop de repas. Il insistera pour que vous mangiez plus. Il vous servira du vin ou du café 3 fois. Il vous donnera les meilleures pièces de la maison. Si vous restez quelques jours, il vous traitera comme un prince. Cette générosité n'est pas calculée. Elle n'attend pas de retour. C'est simplement la façon dont fonctionne l'hospitalité espagnole. Et elle provient d'une compréhension simple. Un hôte dans votre maison est un honneur. Vous devez le traiter avec dignité. Les célébrations espagnoles ne sont jamais minimales. Quand vous êtes invité à un anniversaire, à un mariage, à une fête quelconque, vous savez que ce sera excessif, que ce sera magnifique, que vous mangerez trop et que vous danserez jusqu'à l'aube. Les Espagnols ne croient pas aux repas économes. Ils ne croient pas aux célébrations étriquées. Quand il y a une raison de célébrer, on célèbre pleinement, complètement, sans retenue. Ce qui rend les traditions espagnoles si puissantes, c'est qu'elles ne sont pas fragmentées. Elles ne sont pas séparées de la vie quotidienne. Elles en sont le cœur même. Et à travers ces traditions, à travers ces moments de fête, les Espagnols transmettent leurs valeurs les plus profondes. Que la vie est un don, qu'elle doit être partagée, que les moments avec les autres sont plus importants que les biens matériels, que la mémoire et la continuité sont sacrées. L'Espagne vit par ses fêtes, et à travers ces fêtes, elle vit vraiment. Barcelona est le cœur futuriste de l'Espagne. C'est une ville qui regarde vers l'avant, qui embrasse le nouveau, qui affirme que l'Espagne est innovante, moderne, capable de se réinventer. Barcelona siège sur la côte méditerranéenne, une position qui l'a toujours orientée vers le monde extérieur, vers le commerce, vers les échanges. C'est la capitale de la Catalogne, une région qui a sa propre langue, sa propre identité, souvent en tension avec le reste de l'Espagne. Et à Barcelona, cette tension crée une énergie particulière, une urgence de se définir par rapport aux autres.
une ambition de dépasser, de surpasser. Quand vous arrivez à Barcelona, la première chose qui vous frappe est le mur de modernisme qui entoure la ville. Partout, des bâtiments qui n'ont aucune raison de ressembler à des bâtiments ordinaires. Des formes ondulantes, des surfaces qui semblent molles comme de la pâte modelée par une main divine. Ces bâtiments sont l'œuvre d'un seul homme, un catalaniste obsédé nommé Antoni Gaudí. Gaudí avait une philosophie simple. Il n'y a pas de ligne droite dans la nature. Donc, dans ces bâtiments, il n'y a presque pas de ligne droite. Sa maison la plus célèbre, la Casa Batlló, ressemble à un animal vivant, à une créature qui respire. Les fenêtres ressemblent à des yeux. La façade ondule comme une peau. À l'intérieur, les murs courbes vous enveloppent comme un ventre. Vous n'êtes pas dans un bâtiment. Vous êtes à l'intérieur d'une créature. Et puis, il y a la Sagrada Familia. C'est une cathédrale qui a commencé sa construction en 1882. Plus d'un siècle et demi plus tard, elle n'est toujours pas finie. Et voilà ce qui est magnifique. En Barcelona, on construit une cathédrale depuis plus de 100 ans et personne n'est pressé de la terminer. Parce qu'une cathédrale n'est pas juste un bâtiment. C'est une aventure, un rêve qui se perpétue. Gaudí a passé les 12 dernières années de sa vie à travailler sur la Sagrada Familia. Quand on lui demandait quand ce serait fini, il répondait « Quand Dieu le voudra ». À l'intérieur, les colonnes se divisent en branches comme les arbres d'une forêt. Vous levez les yeux et vous vous sentez comme si vous marchiez dans les bois. Pas un seul endroit dans ce bâtiment n'a une ligne droite. Gaudí refusait l'abstraction. Il refusait la géométrie froide des bâtiments ordinaires. Il voulait que ses créations ressemblent à la vie elle-même, organique, imprévisible, belle dans son asymétrie. Barcelona est aussi une ville de plage, de vie côtière, de bougies le soir. La Rambla, la grande avenue, descend depuis la montagne vers la mer, remplie de vie, de spectacles de rue, de cafés. Les gens flânent lentement. Personne n'est pressé. La ville respire, elle pulse, elle vit au rythme de la Méditerranée. Barcelona a aussi des musées. Le musée Picasso conserve une collection extraordinaire de l'artiste quand il était jeune, apprenant son métier. Et voilà encore une chose. Barcelona n'a pas juste un passé, elle a aussi un présent créatif. Elle génère constamment de nouvelles idées, de nouvelles formes d'art, de nouvelles façons de voir. C'est pourquoi Barcelona attire les artistes, les innovateurs, les rêveurs. Parce qu'à Barcelona, il y a une permission implicite d'être différent, de créer, de repousser les limites de ce qui est possible. Maintenant, Séville. Séville est l'antithèse complète de Barcelona. Séville ne regarde pas vers l'avenir. Séville regarde vers le passé, vers l'âme, vers l'essence de ce que signifie être espagnol. Si Barcelona est le cerveau innovateur de l'Espagne, Séville en est le cœur passionnel. Séville est la capitale de l'Andalousie, une région du sud qui a été occupée pendant presque 800 ans par les Maures, par la civilisation islamique. Et voilà l'essentiel de Séville. C'est une ville où le moorish et le chrétien, l'islam et le catholicisme se sont mélangés inévitablement. Partout, vous voyez cette fusion. La grande mosquée s'est transformée en cathédrale. Les minarets sont devenus des clochers. L'art géométrique islamique s'entrelace avec la croix chrétienne. Cette fusion crée une atmosphère que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Une atmosphère de compromis,
de partage, de beauté, créée non par la pureté, mais par le mélange. Le symbole de Séville est la Giralda, une tour qui était autrefois un minaret de mosquée, qui est devenu le clocher d'une cathédrale. Quand le soleil se lève ou se couche, cette tour brille d'une lumière dorée, et vous comprenez immédiatement que vous n'êtes pas en Espagne ordinaire. Vous êtes dans un endroit chargé d'histoire, de transformation, de passage d'une civilisation à l'autre. Mais le véritable cœur de Séville n'est pas dans ses monuments. C'est dans la rue, dans la vie nocturne. Séville est la maison du flamenco. Ce n'est pas juste une danse. C'est une expression de l'âme, une façon de dire ce qui ne peut pas être dit en paroles. Le flamenco est né ici, en Andalousie, du mélange de l'héritage gitan, maure et juif. Et quand vous regardez un véritable spectacle de flamenco à Séville, dans une de ces petites salles enfumées, vous ne regardez pas une performance artistique. Vous assistez à une manifestation de souffrance, de joie, de passion, de vie. Les danseurs crient, leurs talons claquent sur le sol, leurs corps se tordent en formes impossibles, leurs mains parlent un langage que seul le cœur peut comprendre. Séville a aussi la Plaza de España, une place monumentale construite pour une exposition en 1929. C'est une arène en demi-cercle avec des arcades, des ponts, des carrelages qui miroitent comme des mirages. La place est immense, presque surréelle, presque théâtrale. Elle a une qualité de fantasme, comme si on l'avait créée non pas pour la réalité, mais pour l'imagination. Et puis, il y a la Feria de Abril, le festival d'avril, la plus grande fête annuelle de Séville. Pendant une semaine, la ville explose en couleurs, en musique, en flamenco. Les femmes portent des robes traditionnelles colorées. Les hommes, des costumes andalous. Les chevaux défilent. Les guitares jouent. La sangria coule. C'est une fête qui a transformé une ancienne foire aux bestiaux en une célébration de la culture andalouse. Et chaque année, elle continue avec la même intensité, la même passion. Ce qui sépare vraiment Barcelona et Séville, c'est leur attitude face au temps. Barcelona court vers l'avenir. Elle construit, elle innove, elle nie l'obsolescence. Séville, elle, marche lentement à travers le passé, l'embrassant, le vénérant, le gardant vivant. Barcelona dit, nous pouvons créer quelque chose de nouveau. Séville dit, nous avons quelque chose de précieux. Ne le perdons jamais. Et pourtant, les deux villes sont égales. Les deux sont essentielles à la compréhension de l'Espagne. Parce que l'Espagne n'est pas juste une nation qui regarde vers l'avant, ni une nation figée dans le passé. L'Espagne est les deux. Elle est Barcelona, construisant des cathédrales bizarres vers le ciel. Et elle est Séville, dansant le flamenco sous les étoiles du Sud, se souvenant de ce qu'elle a toujours été. Ces deux villes, ces deux cœurs, créent ensemble le battement complexe et magnifique de l'Espagne. L'Espagne n'est pas juste un pays. C'est une leçon sur la façon de vivre. Et cette leçon, elle la crie à travers chaque aspect d'elle-même, à travers chaque pierre, chaque tradition, chaque moment partagé autour d'une table. Commençons par comprendre ce qui unit l'Espagne malgré sa diversité géographique extrême. Ce qui unit ce pays, ce n'est pas l'uniformité, c'est l'acceptation de la multiplicité. L'Espagne apprend à ses enfants que vous pouvez être nombreuses choses à la fois. Vous pouvez venir du désert et adorer la mer. Vous pouvez être moderniste et traditionnel. Vous pouvez être catalan et espagnol, andalou et espagnol,
basque et espagnol. Ces identités ne s'annulent pas, elles coexistent. Et cette capacité à accepter les contradictions, à vivre avec elles, plutôt que de les résoudre, c'est profondément espagnol. Pensez à la nourriture espagnole. Elle n'essaie jamais de vous séduire par la complexité. Elle dit simplement, voici l'huile d'olive, voici la tomate, voici le pain. Et elle vous laisse goûter chacun de ces éléments dans sa pureté. C'est une philosophie qui s'étend bien au-delà de la cuisine. C'est une philosophie que les Espagnols appliquent à la vie elle-même. Les choses importantes ne sont pas compliquées. Elles sont simples. Elles sont passer du temps avec les gens que vous aimez, manger bien, célébrer les moments importants, respecter la tradition, mais ne pas en être esclave. Et pensez à Santiago Ramón y Cajal, ce neuroscientifique qui a regardé à travers un microscope et a eu le courage de contredire toute l'Europe scientifique. Il représente quelque chose de fondamental dans l'esprit espagnol, une volonté de chercher la vérité, peu importe le prix, peu importe les obstacles. Les Espagnols ne se contentent pas des explications faciles. Ils regardent plus profondément. Ils demandent pourquoi. Et quand ils trouvent la réponse, ils la défendent avec fierté. L'invention de la fregona, la humble vadrouille, raconte la même histoire. Quelqu'un a regardé sa mère à genoux et a dit « ça ne doit pas se passer ainsi ». Et il a créé quelque chose qui a libéré des milliards de personnes. Ce n'est pas un acte grandiose, c'est un acte de compassion. Et c'est profondément espagnol. Les Espagnols créent des choses non pas pour être admirés, mais pour que la vie des gens soit meilleure. Et puis, il y a la Semana Santa, la Tomatina, El Día de Reyes. Ces fêtes disent quelque chose d'essentiel, que la vie n'est pas seulement le travail, que l'Espagne refuse de vivre uniquement dans le présent pragmatique. Elle affirme que la communauté est plus importante que l'individu, que la tradition donne du sens, que le passé vit toujours dans le présent. Madrid vous dit « Je suis le centre, je suis le pouvoir, je suis là où les choses commencent. » Barcelona vous dit « Je suis la créativité, je suis l'innovation, je refuse de me conformer. » Seville vous dit « Je suis la mémoire, je suis la passion, je suis le cœur. » Et toutes les trois ont raison. Elles sont toutes l'Espagne. Et la géographie espagnole, avec ses montagnes extrêmes et ses déserts, avec ses côtes méditerranéennes et ses côtes atlantiques, elle enseigne que la beauté existe dans le contraste, que vous ne pouvez pas comprendre la lumière sans l'ombre, que les frontières entre les choses sont moins importantes que les connexions entre elles. Ce qui rend l'Espagne magnifique, c'est qu'elle n'essaie jamais de se justifier. Elle est ce qu'elle est. Elle accepte ses contradictions. Elle vit ses traditions. Elle crée ses inventions. Elle célèbre ses moments. Et elle invite le monde à simplement s'asseoir, observer, écouter et comprendre. Si l'Espagne vous enseigne quelque chose, c'est ceci. La vie n'est pas une course vers quelque part. C'est le chemin lui-même. C'est le repas du dimanche avec votre famille. C'est la sieste à midi quand le soleil brûle trop fort. C'est la fête qui dure jusqu'à l'aube. C'est la conversation qui n'a pas besoin de conclusion. C'est le respect pour ce qui a été et l'optimisme pour ce qui sera. L'Espagne dit « Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit de prendre du temps. Vous avez le droit de refuser de vous dépêcher. Vous avez le droit de célébrer. Vous avez le droit de vous souvenir. Vous avez le droit d'être humain, profondément, complètement humain.
Et quand vous fermez les yeux, quand vous vous souvenez de ce voyage que nous venons de faire à travers ce pays magnifique, vous vous souvenez non pas tant des détails que d'une sensation. Vous vous souvenez de la sensation que tout était possible, que la beauté était partout, que les gens étaient généreux, que la vie valait la peine d'être vécue lentement, consciemment, joyeusement. C'est l'Espagne. C'est ce qu'elle donne à ceux qui la visitent, à ceux qui la connaissent, à ceux qui la laissent entrer dans leur cœur. Et maintenant, reposez-vous. Laissez ces images, ces saveurs, ces sons, ces sensations vous accompagner dans vos rêves. L'Espagne vous attend toujours. Elle vous attendait hier. Elle vous attend demain. Et elle vous reçoit toujours comme un ami, avec une générosité sans limite, avec une chaleur qui ne s'éteint jamais, avec une invitation silencieuse à simplement vivre, à simplement être, à simplement respirer.